s'amusait à faire du rodéo. Mon père, il allait au marché. Quand il a levé la moto, mon père, il traversait et il l'a fait tomber sur le crâne à mon père. J'ai parlé avec lui, je lui ai demandé pardon. Au moment où je lui ai fait un bisou sur le front, il est parti. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bon dimanche à tous. Mande Marouf est à la réalisation pour cette émission qui est en direct, je le précise, puisque les auteurs viennent en direct parler de leurs livres. Et l'auteur qui est venu aujourd'hui est venu avec toute sa famille. Autant vous dire qu'il y a du monde dans le studio. Je reçois ce matin Salah El Hadri. Bonjour et bienvenue Salah. Bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes moniteur, éducateur dans le domaine du handicap. Et à 38 ans, vous publiez votre premier livre qui s'appelle Ma bonne aventure, que faire quand le soleil se couche, sur vos rêves, chez Mindset Édition. Vous avez toujours rêvé d'être journaliste. Pourquoi est-ce que vous vous êtes couché sur ce rêve-là et vous n'avez pas poursuivi ? J'ai toujours voulu faire journaliste par rapport au voyage. Et finalement, c'est un rêve pour lequel vous n'êtes pas allé au bout. Je suis pas allé au bout parce que par rapport à mes études des études que j'ai faites auparavant, qui n'ont pas abouti, et j'ai eu un parcours assez difficile. Qu'on va expliquer ce matin et qu'on va raconter, puisque c'est votre histoire que vous racontez dans ce livre. Mais vous auriez aimé être quel genre de journaliste ? Vous auriez aimé être reporter ? Vous auriez aimé être en studio ? Franchement, je vais vous surprendre, j'aurais voulu être journaliste pour les animaux, parce que j'adore les animaux. Rien à voir, mais j'adore les animaux. Et c'est pendant mes voyages que j'ai appris à aimer les animaux et à respecter les animaux. Un voyage, par exemple, que j'ai fait en Namibie et en Tanzanie, ça m'a beaucoup inspiré, en fait. Et j'adore tout ce qui est migration des gnous, tout ce qui est les attaques de lions, tout ce qui est un peu... Reportage animalier. Ouais, j'adore ça. Just go with the flow, vous avez fait 76 voyages, c'est à peu près ce que vous dites, mais vous êtes allé avec le courant, puisqu'un voyage en a amené un autre. Il n'y avait pas de stratégie au départ dans vos voyages. Non, il n'y avait aucune stratégie. Je suis parti en Australie, je suis arrivé en Australie avec un passeport marocain et avec un visa touristique. Donc je suis arrivé là-bas, je ne pouvais pas travailler, je pouvais juste passer des vacances. Mais, comme là-bas en Australie, on pouvait travailler un peu en noir. Donc j'ai pu trouver quelques... Ouais, vous racontez que vous avez atterri dans un dortoir où il y avait beaucoup de monde et puis des gens qui venaient tous les matins chercher la main-d'œuvre pour aller soit dans les champs, soit dans les déménagements. Exactement, j'ai commencé par les déménagements. C'était assez dur. On partait à 8h du matin, on revenait à 22h des fois. C'était une grande première pour moi. Je revenais avec des courbatures partout et il fallait recommencer le lendemain et recommencer. Et c'est comme ça qu'après, petit à petit, je trouvais d'autres boulots et je me faisais assez d'argent pour pouvoir voyager juste à côté de l'Australie, par exemple Bali, que j'y allais souvent. Mmh. Vous avez rencontré d'ailleurs dans ce fameux dortoir où vous avez échoué un Israélien. Et vous racontez cette rencontre avec l'Israélien. A priori, vous n'aviez pas trop envie de lui parler. Et finalement, ça a fait sauter pas mal de préjugés que vous aviez. J'ai grandi dans une banlieue. J'ai grandi dans la banlieue plutôt. Et alors la banlieue, c'est... Dans la banlieue. Pas à Saint-Ouen. Saint-Ouen. J'ai grandi à Saint-Ouen. Et je sortais pas de la banlieue en fait. J'avais toujours l'image que tous les Israéliens étaient mauvais, que tout est c'était les méchants, c'était voilà. Et moi quand je suis arrivé à l'Auberge de Neige, pour moi c'était difficile de créer ce contact avec lui, quoi, de parler avec lui et tout. Et au fil du temps, on a commencé à discuter, il m'a expliqué beaucoup de choses, il m'a appris beaucoup de choses et on a commencé à sympathiser, on a gardé contact jusqu'à maintenant et voilà. Ça sert à ça aussi les voyages, à faire sauter certaines idées reçues qu'on peut avoir, des préjugés Exactement. Sur les gens. Surtout les auberges de jeunesse, parce qu'en fait dans les auberges de jeunesse, il y a plusieurs nationalités, plusieurs différentes personnalités aussi. Donc on était on essayait d'apprendre à se connaître, on essayait de créer des interactions entre nous, on
on allait surfer ensemble, on allait jouer au foot ensemble, on travaillait ensemble. Au final, on a créé quelque chose entre nous. Sauf que ça sentait un peu les pieds. Voilà, exactement. Ça, c'est le problème des auberges de jeunesse. C'est ça. Votre livre, c'est un peu votre alchimiste à vous. L'alchimiste de Paolo Coelho, c'est un livre qui vous a marqué. Est-ce que, comme Santiago, vous avez trouvé votre légende personnelle ou pas encore ? Je pense l'avoir trouvé, ma légende personnelle. Oui, exactement. Ce fut dur, mais ce fut long, et je l'ai trouvé. Alors, ce livre, vous l'écrivez à une personne. À ma fille. Ouais. Qui s'appelle comment ? Elle s'appelle Inchira. C'est pas très commun comme prénom. Inchira, c'est le nom d'une sourate. Du Coran, ouais. Ouais, du Coran, exactement. Et je vais donner un deuxième prénom qui s'appelle Khadija, le nom de ma grand-mère, dont je parle dans le livre aussi, énormément. Ommi, voilà, exactement. Alors vous racontez votre histoire. La première partie se passe au Maroc. C'est une histoire qui est poignante, qui est dure. Votre maman rencontre un monsieur avec qui elle ne peut pas se marier. Elle avait été obligée de se cacher d'une certaine façon, votre mère. En gros, c'est ça, elle s'est cachée parce que la polygamie, à l'époque, c'était interdit pour les fonctionnaires. Parce que mon père était fonctionnaire de police. Et comme ils sont tombés amoureux, ils ont fait un halal en cachette. Et voilà, je suis né en relation comme ça, en fait. Voilà, et votre maman, elle avait été mise à l'écart parce que sa belle famille ne l'acceptait pas. Il y avait une grande différence. Il y avait une très grosse différence, exactement. Ouais. Vous êtes élevé par votre grand-mère. Ensuite, ma mère, elle supportait pas la vie d'être la deuxième femme de mon père. Donc du coup, elle m'a laissé à ma grand-mère. Ma mère, elle a dû partir en France et pour chercher une meilleure vie, en fait. Pour se reconstruire. Ouais. Et il y a une amie à elle, à vous raconter, qui lui avait vendu du rêve un peu. Exactement, oui. C'était tu vas voir en France. Ouais, en France, c'est un pays différent du Maroc, surtout à l'époque, dans les années 70-80, quand tu es une femme divorcée et avec un enfant, c'était difficile. C'était très difficile, donc du coup, en gros, pour moi, ma mère, c'est une femme courageuse aussi. C'était une épreuve pour elle. De me laisser, et étant divorcée, de me laisser, d'aller chercher une vie meilleure pour elle et pour moi, c'était voilà. Et j'ai mis du temps à m'en rendre compte aussi. Parce que votre livre est un livre sur l'abandon. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes très actif sur les enfants qui sont dans les orphelinats, mais justement parce que vous êtes très sensible par l'abandon, cette question de l'abandon, parce que vous vous êtes senti abandonné. Parce que je me suis senti abandonné quand j'étais jeune. Et du coup, dans mes voyages, j'ai commencé à faire beaucoup d'orphelinats. Premier orphelinat en Indonésie. En Indonésie, exactement. J'ai été à Batu Malang, exactement. Batu Malang, et c'était la première fois que j'ai vu un orphelinat de ma vie. Et c'était, j'ai vu des enfants de 3 ans à 17 ans. Ils étaient tous mélangés, en fait. Et j'ai vu les dortoirs, tout comment c'était vraiment, c'était pas terrible, quoi. Ça m'a vraiment touché. Et depuis, vous continuez à aller visiter les orphelinats. Je commence à faire des orphelinats un peu partout dans le monde. Ouais. Vous avez fréquenté ce qu'on appelle l'école coranique. Quand j'étais jeune. Ouais. Au Maroc. Et là, vous racontez, alors dans votre livre, vous racontez ce que vous avez vécu. J'étais à l'école coranique et c'est vrai que là, c'est là où le cauchemar a commencé pour moi. Parce que là-bas, c'était... la première année, quand j'étais là-bas, il y avait une dame qui, je sais pas pourquoi, elle me supportait pas, en fait. Je sais pas si c'est par rapport à ma mère ou parce qu'elle a entendu que sa mère était en France ou je sais pas. Mais dès que je connaissais pas une sourate ou si je connaissais pas bien ce qu'on me donnait, elle me frappait. Ou sinon, après, c'est devenu une habitude de me frapper et de me mettre dans la cave, en fait. Et quand elle me mettait dans la cave, je restais des heures. Et la première fois que j'étais dans cette cave-là, j'étais traumatisé. Et après, à force vous racontez quand même qu'il y avait des rats, enfin... Ouais, vous
Vous aviez quoi, 5 ans, 6 ans? C'est ça, exactement, ouais. J'avais 5 ans, 6 ans. Et la première fois, il y avait des rats, c'était traumatisant pour moi, il y avait des cafards et tout. Mais à force de me mettre dans cette cave-là, c'est devenu normal, c'est devenu une normalité pour moi, en fait. Ça me faisait plus rien. Et c'est là où je pense que je me suis transformé en quelqu'un d'autre. Je sais que c'est à partir de là où a commencé... Vous vous êtes dissocié, en fait. Vous êtes devenu plus fort. J'avais une haine contre les adultes, en fait. J'avais quelque chose contre eux. Je ressentais... je supportais plus, j'arrivais plus à... qu'on me touche, qu'on me parle. J'étais devenu insociable. Voilà. Depuis cette expérience-là, et à cause de ça, arrivé en France, échec scolaire, parce que je supportais plus les profs. Les profs, c'est les profs que je supportais plus les premiers, en fait. Pourtant, parce que j'étais traumatisé. Ils étaient sympas. Hein. Ils étaient très gentils, mais à un moment donné, j'arrivais pas. Je sais pas, j'avais un traumatisme, en fait. Dès qu'ils me parlaient, dès qu'ils montaient le ton, ça n'allait pas, en fait. C'était un traumatisme pour moi. C'était, je répondais, je pouvais frapper, ils ont tout essayé, mais ah si, il y avait une dame qui était en CP, qui s'appelait Madame Chevet. Je sais pas si elle a encore en vie, mais elle était très très gentille. Et c'est la seule qui m'a marqué dans ma vie. Ouais, elle était super gentille avec moi. Elle était douce et tout, et je crois que c'est la seule qui me comprenait, qui arrivait à comprendre ma douleur. Ouais, parce qu'elle me parlait beaucoup avec moi. Elle était tellement douce, c'était la première fois qu'on était doux avec moi, et c'était en CP. Et et c'est là où j'ai ressenti un peu de... il y avait quelque chose qui commençait à se créer. Et après, je l'ai eu en CP, CE1, et après en CE2, j'ai eu... voilà, je suis quelqu'un qui me comprenait pas, en fait. Je vais pas dire méchant, mais qui me comprenait pas vraiment. Et c'est là où je suis reparti. Je commençais à être agressif, Vous avez grandi avec votre oncle, hein, mon oncle Tim. Voilà. Et en fait, lui, il voulait vous élever à la dure d'une certaine façon. C'est-à-dire que vous expliquez ce que vous viviez à l'école coranique. Mais pour eux, ils voulaient pas savoir, en fait. Ils voulaient vraiment que... parce que nous, on a cette mentalité que, voilà, t'es un garçon, tu dois être un homme, en fait. C'est à partir d'un certain âge, même peut-être maintenant, mais à un certain âge, tu dois apprendre à être un homme plutôt, en fait. Et oui, c'est bon pour toi, finalement, ça t'endurcit. Voilà, ouais. C'est ça. Mais en fait, non, c'était complètement traumatisant pour moi. Si je dormais pas la nuit, surtout quand tu vois des cafards, des souris qui montaient sur moi, et des fois, je jouais à les prendre, carrément, c'était devenu normal pour moi. Enfin, c'est un nom, aujourd'hui on appelle ça la maltraitance. Ouais, mais à l'époque, je parle d'à l'époque, pour moi c'était normal, quoi. Mais maintenant, oui, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. Alors, vous avez quoi, 5-6 ans, quand vous venez en France et on est obligé de vous anesthésier pour prendre l'avion. Vous vous souvenez de ce premier voyage en avion ? La première fois, en fait, je devais partir, venir en France, et j'ai pas voulu quitter ma grand-mère. Parce que ma grand-mère, pour moi, c'était tout pour moi. Parce que c'est elle qui m'a élevé, c'est elle qui m'a donné l'amour d'une mère. Donc pour moi, voilà, ma mère, je la voyais pas vraiment comme... Enfin, la mère biologique. La mère biologique, ouais. Vous l'appeliez comment ? La daronne. La daronne, je l'appelais. Ouais. Parce que j'avais du mal à dire maman. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, quand j'ai commencé à comprendre. Mais ce fut tard, mais mieux tard que jamais, plutôt, on va dire. Alors, cet avion, la première fois, il tente de vous mettre dans l'avion, vous résistez ? Je résiste, donc ma mère, je criais devant tout le monde, je griffais, j'étais impossible de m'arrêter. Donc ma mère, elle part. Elle a dit, c'est pas grave, ok, je reviendrai l'année prochaine, mais cette fois-ci, voilà, ils vont s'y prendre autrement. Donc ils ont fait quoi ? Ils m'ont mis un somnifère pour arriver jusqu'à l'aéroport, en fait. Et c'est là où j'ai ouvert. Vous aviez compris qu'il fallait monter dans l'avion. Ouais, c'est ça. Et pourtant, vous en gardez un bon souvenir de ce voyage en avion. Grave. C'était la première fois que la première fois que j'arrive dans un aéroport, c'est la première fois que je voyais des avions. Pour moi, c'était magique. Il y avait quelque chose qui... J'ai été ébloui. J'ai été... en fait, ça m'a... Limite, ça m'a fait oublier ce qui s'est passé auparavant, en fait.
Ça a créé quelque chose en moi. Depuis des avions, vous en avez pris beaucoup. Ça vous fait la même chose quand vous montez dans l'avion aujourd'hui? Vous avez toujours cette magie de se dire, mais c'est incroyable, en fait, on s'envole. La magie, je la crée avant de prendre l'avion. C'est vraiment dès que je prends mon billet, en fait. Ça y est, en fait, là, je commence déjà à kiffer, à me dire, ah voilà, je vais bientôt partir. J'ai besoin de quelque chose. En fait, maintenant, par rapport à mes voyages, j'ai créé quelque chose. J'ai besoin de m'accrocher à quelque chose, en fait. J'ai besoin de, par exemple, on est en mois de mai. J'ai besoin de savoir dans 3-4 mois que je vais partir. Ça m'aide, en fait. À accepter le quotidien? Le quotidien, on va dire. J'aime les voyages aussi, quoi. La découverte, j'aime l'aventure, j'aime beaucoup de choses. Et ça me tient vraiment à cœur, en fait. Et votre prochain voyage, alors? Quelle direction? Là, je viens de revenir de la Jordanie, que j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment adoré. Là, mon prochain voyage, ça sera à Bali. Là où tout a commencé. Exactement, là tout a commencé. L'île bénie des dieux. Ouais, tous les ans, je vais à Bali. Bali, c'est vraiment le coup de cœur sur tous les pays que j'ai fait dans le monde. Et Bali, ça restera mon coup de cœur. Je ne sais pas si c'est par rapport à mon passé, par rapport à mon histoire, parce que je suis passé vraiment de la banlieue à Bali directement. Donc c'est peut-être que ça voilà. Mais vous avez vécu l'enfer à Bali, hein. D'une certaine façon aussi. Bien sûr, parce que je souffrais de mon passé. De ce que j'ai vécu dans la banlieue, de ce que j'ai vécu par rapport à mon passé, quoi. Et c'est le book club de Salah El Hadric qui publie Ma bonne aventure, que faire quand le soleil se couche sur vos rêves. Ma bonne aventure, ça s'écrit pas comme bonne aventure en 2 mots, ça s'écrit en un mot. Ça fait référence à une rencontre qui va changer votre vie. Qui a complètement changé ma vie. C'est un enfant autiste que j'ai dû garder pendant 3 ans. C'est le fils d'un humoriste qui préface votre livre. Qui a préfacé mon livre. Je le remercie, du fond du cœur. Il s'appelle Albert Algoud. Et cette rencontre, elle a complètement changé ma vie. Alors quand vous dites un enfant, Bonnie, quand vous le rencontrez, il a 30 ans. Hein. Oui, c'est vrai qu'il a 30 ans, il fait 1m90, il fait 110 kilos. Mais moi quand on m'a dit un enfant, moi-même, je suis arrivé, j'ai été étonné, je leur ai dit, mais c'est pas un enfant, c'est quand même, il est plus grand que moi, il est plus costaud que moi. C'était la première fois de ma vie que je voyais un autiste, en fait. Et il va vous en faire voir de toutes les couleurs. J'en ai vu des vertes et des pas mûres. C'était incroyable ce que j'ai vécu avec lui. C'était maintenant quand j'y pense, c'est magique. Heureusement que vous êtes baraqué. Hein. Même ça n'a pas suffi. Hein. Même ça n'a pas. Non, c'est pas. En fait, je pense que c'était plus. Il fallait qu'il m'accepte, en fait, dans son monde. Il fallait rentrer plutôt dans son monde à lui. C'était plutôt à vous de comprendre le sien. Voilà, oui. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Fallait que je rentre dans le monde de Bonnie, en fait. Ouais. Je l'appelle Bonnie, en fait. Il s'appelle Bonaventure. C'est pour ça que mon livre s'appelle Ma bonne aventure. Son prénom, c'est Bonaventure, mais on le surnomme Bonnie. C'est pour ça qu'Albert Algoud, aujourd'hui, est tellement actif pour une meilleure prise en charge des autistes en France, parce qu'il y a vraiment des scandales à dénoncer. Et effectivement, quand vous rencontrez Bonnie, lui, il vient de passer quelques temps dans un établissement où il a été lui aussi très maltraité. Il a été maltraité. Quand ses parents lui rendaient visite, il pouvait même pas communiquer avec lui. Il répondait même pas. Et il faisait que baver. Il avait pris 25 kilos. C'est-à-dire qu'il voyait que l'état de santé de leur fils, ça s'est détérioré, en fait. Et là, c'est là où ils ont pris les choses en main. Et ils ont porté plainte. Et bon, après, voilà, ils ont monté une équipe pour s'occuper de lui et vous faisiez partie de cette équipe. Exactement. Ouais. Mais il faut s'imaginer qu'il faut quand même beaucoup de moyens, il faut beaucoup de temps pour se prendre en charge un enfant autiste. Hein. Il faut énormément de temps. Vous avez 6 ans quand vous arrivez à Saint-Ouen. Saint-Ouen, c'est un personnage du livre. D'ailleurs, Saint-Ouen est avec vous aujourd'hui et avec nous sur ce plateau. Saint-Ouen, c'est votre ville. Vous êtes venu avec qui aujourd'hui? Je suis venu avec mes amis d'enfance. Chedi. Alors attends, Chedi, on va vous ouvrir DJ Monde, mets un peu de son Chedi. Bonjour. Parce que taillé comme il est, t'as intérêt à ouvrir, t'as intérêt à ouvrir le micro, Monde. Chedi.
Non, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici parmi vous. Et j'ai accepté volontiers cette invitation de la part de, comme il a dit, d'un ami enfance. Donc, pour le soutenir, parce qu'il a le trac aujourd'hui. Il a besoin d'être avec vous. Je pense qu'on a un peu tous le trac. Il nous a un peu refilé le trac, mais voilà, on est solidaires, on est tous ensemble et c'est le plus important. Alors, qui y a d'autres sur ce plateau? Il y a Walid. Walid. Tiens, on va vous ouvrir Walid et sa fille. Voilà. Bonjour Walid. Bonjour à tous. Ce qui paraît, c'est le Zidane de la bande. Ah, c'est un grand numéro 10. C'est le grand numéro 10. Walid. Il fut un temps. Alors, c'est pour toujours. Walid qui était... ravi d'être ici, ravi d'accompagner Salah dans ce rendez-vous et puis très heureux aussi de le voir accomplir tout ça parce que on était ensemble, on s'est connus un petit peu plus tardivement au lycée et j'ai vu qui il était, j'ai vu qui il est aujourd'hui et c'est exceptionnel de le voir. Vous l'avez accompagné au conseil de discipline. C'est ça, vous aviez vu on était les mauvais garçons. Il y a une anecdote avec Walid, c'était le délégué de classe. À un moment donné, il a essayé de me défendre, il est venu me voir, mais il m'a dit mais comment tu veux que je te défende? Ils ont dit que tu tapais avec un seul doigt dans le clavier. tu utilisais même pas tes 10 doigts, en fait, tu utilisais qu'un seul doigt pour... Et il m'a dit je peux pas te défendre. C'est vrai que c'était compliqué. Et au fait, Salah, c'était une cocotte minute. Moi, je le connaissais pas. J'avais entendu parler de lui un petit peu dans la ville, etc. Mais on a vite sympathisé et j'avais l'impression, au fait, que il y a un certain lien, au fait, qui nous a unis très rapidement. Et au fait, j'ai vu l'évolution. Moi, je le voyais parfois et quand je lis un peu le livre, je comprends, au fait, le décalage qu'il y a eu entre l'avant et aujourd'hui. Salah, c'était quelqu'un, et je le comprends mieux parce qu'il y a des choses que je connaissais pas, au fait, de sa vie. C'est ça, au fait, qui aujourd'hui je vois les choses un petit peu différemment. Avant, il pouvait, pour un rien, se prendre la tête avec n'importe qui. Il montait très très vite dans les tours. Ouais. Et aujourd'hui, il a pris beaucoup de sagesse. C'est un papa exemplaire, c'est un ami exemplaire, et on est très heureux pour lui. Et vous l'avez connu dans ce que vous appelez, vous, Salah, dans le livre, votre période d'autodestruction. Vous avez décidé de vous saboter. Vous racontez cet épisode où vous décidez un jour de tuer un surveillant. C'était déjà j'étais mon 3e BEP. En fait, j'ai eu un premier BEP compta où j'étais dans la classe à Walid. Je me suis fait virer. Ensuite, on m'a envoyé à Aubervilliers. Et ce jour-là, j'avais une casquette. Il y avait un surveillant. Et j'avais une casquette. Il m'a même à l'heure actuelle, je vous le dis, c'était même pas de ma faute, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, il m'a un peu forcé à enlever la casquette. Donc moi, j'étais un peu rebelle et tout ça. Dynamique à l'époque. J'ai pas voulu. Il m'a poussé contre le mur. Bon, ma tête elle a cogné le mur. Et c'est là après on s'est battu, tout ça et tout. Je suis parti chercher un flingue et j'allais lui tirer dessus, en fait. Comment ça, vous êtes allé chercher un flingue? Vous êtes allé chez le roi Merlin chercher un flingue? Non, je suis parti chercher un flingue chez un pote, en fait, à l'époque. Et en fait, on me posait pas de questions. Et au moment où j'allais rentrer pour lui tirer dessus, c'était une amie de Saint-Ouen, en fait, qui était là-bas. Elle s'appelait, je sais pas si je peux dire son prénom, elle s'appelait Férouz. Et elle m'a dit cours, il y a les... Parce que dans le livre, il n'y a pas le prénom. Hein. Ah, non. Mais elle m'a dit cours, il y a les flics à l'intérieur. Là, je suis reparti avec le sac. Je suis parti le sac et ma mère, elle pouvait me chercher partout dans Saint-Ouen. Et après, elle cherchait ma mère me cherchait avec un voisin à moi. Elle m'a vu. Et après, elle m'a dit qu'est-ce que t'as dans le sac. Elle avait vu ça, elle est tombée dans les pommes, en fait. Elle ne croyait pas, en fait. J'étais vraiment... c'est là où je me rends compte que il y avait vraiment un problème sur moi, en fait. Vous en avez fait quoi de l'arme après? Je l'ai jeté, je sais pas si je peux dire, à la Seine. Bon, je l'ai jeté. Hein. Elle a été jetée et
Mais c'était une période très dure. Ensuite, j'ai été viré. Je suis parti ça c'était mon BEP vente à l'époque. C'était un premier BEP compta, ensuite BEP vente, j'ai été viré. Ensuite, je suis parti en BEP électrotechnique à Cachan. Là, j'arrive, j'ai promis à tout le monde que j'allais me tenir à carreau. Merde, j'arrive là-bas, mais ils étaient pires que moi. Ils étaient pires. Là, je voyais courir derrière l'autre pour lui mettre un coup. Là, avec des compas, avec des chalumeaux, tout ça, il courait avec lui. Je me dis, mais après, je me dis, mais non, c'est pas possible. Et pas 2 mois après, conseil de discipline encore. Alors que je m'en rappelle encore, et je le dis, j'y avais rien fait. Mais je sais pas pourquoi, ils m'ont dit, moi, toi aussi, tu vas dans le conseil de discipline, s'ils voulaient faire le ménage. Et je sais pas, là, c'est là où j'ai réussi à. Je parle dans mon livre que Leïla, que j'avais vu. C'est parce qu'elle passe, Leïla, dans votre livre, dans votre histoire. Je pense que c'était mon premier coup de cœur pour une fille. Alors qu'avant, pour moi, c'était que la violence, la haine. Et elle, quand je l'ai vue, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai été ébloui par sa beauté. Il y avait quelque chose. Et mais après, je l'ai pas fait comprendre, hein, mais il y avait quelque chose qui s'est créé en moi. Alors que juste auparavant, il y avait pas grand chose. Mon cœur, il était noir. Parmi les messages qu'il y a dans votre livre, il y a de nombreux messages. Il y a le message sur les vertus du pardon, plutôt que sur la vengeance. Vous êtes marqué par une tragédie dans votre famille, c'est l'accident de votre père. Exactement. Voilà. Et à un moment donné, qui est victime d'un accident de la circulation. Hein. En fait, on va dire que c'est quelqu'un que je connaissais, et que c'est un grand du quartier. Et il s'amusait à faire du rodéo dans les rues. Il faisait des allers-retours. Alors mon père, il allait au marché. Et en fait, quand il a levé la moto, mon père, il traversait et il l'a fait tomber sur le crâne à mon père. En fait, il est mort. Et c'est là où je sais pas quoi dire. En fait, pour moi, c'est là où le changement. Enfin, vous avez le temps quand même à l'hôpital de lui demander pardon. J'ai eu le temps d'aller lui dire pardon. J'ai eu le temps au moment où j'ai parlé avec lui, dans le sens où je demandais pardon. Au moment où je lui ai fait un bisou sur le front, il est parti en fait. Et c'était une période très dure pour moi et pour notre famille, quoi. Et vous voulez vous venger, donc et faire sa fête au gars qui. Bien sûr, pour moi, s'il n'y avait pas mon pote, oui, c'est vrai que s'il n'y avait pas mon pote Karim, je pense que je lui aurais tiré une balle à bout portant ce jour-là. C'est sûr à 200%. Parce que même mon pote Karim, il savait pas que j'étais armé et que pour moi, j'allais tirer une balle à la tête à bout portant, c'était sûr, à 200%. Et il a trouvé les mots justes pour vraiment me canaliser. Et vous le rencontrez, donc vous allez le rencontrer, et là, vous allez l'écouter. Je l'ai écouté, mais je sais pas en fait ce qui s'est passé ce jour-là. En fait, c'était franchement, je pense que c'était plutôt c'est le côté religieux c'est le côté religieux qui l'a sauvé, qui m'a sauvé en fait. Sinon, je pense que je pensais même plus à ma mère, je pensais même plus à mes frères, à mes amis, tout ce qui était autour. Je pense que c'était plus le côté religieux en fait qui m'a canalisé ce jour-là en fait. À partir de là, votre statut change dans la famille, vous devenez chef de famille, il faut nourrir la famille, vous vous retrouvez à l'usine en intérim. Alors pour ceux qui se rappellent des usines Citroën à Aulnay qui n'existent plus, premier apprentissage. C'était juste avant ça, j'ai cherché un peu de boulot à droite à gauche, et comme j'avais 3 BEP que j'ai jamais fini, il fallait que je trouve un petit boulot quelque part. Il y avait un voisin à moi qui travaillait à Citroën, il m'a fait rentrer, et c'était la dure réalité, c'était dur. Là franchement, c'était la vraie vie. Là franchement, c'était à la chaîne, c'était incroyable. Et en fait, des fois, je m'en rappellerai toute ma vie, c'est que je sais pas ce qui s'est passé à la chaîne. À un moment, d'un coup, je commençais à pleurer. Mais moi-même, je comprenais pas pourquoi en fait.
Mais au fond, je me disais peut-être, il y avait la mort de mon père, il y avait beaucoup de changements qui commençaient à se faire. Il y avait, ma mère était femme de ménage, mes frères ils étaient encore à l'école, ils étaient encore jeunes. Donc du coup, je pleurais en fait. Je pleurais de me retrouver dans cette situation. Et c'est là où je commençais à me rendre compte vraiment de la vie vraiment. Et pourtant, vous dites qu'après, vous avez quand même aimé faire ce travail. Ça m'a apporté quelque chose. C'est vrai que fallait que je passe par là en fait. Il me fallait quelque chose. Et le fait de travailler à la chaîne comme ça, faire plus de 300 voitures la nuit, ça a éveillé beaucoup de choses ça a éveillé beaucoup de choses. Par exemple, les études, quoi. C'est là où je me suis dit, mince. C'est là où je me suis dit, j'aurais dû continuer. J'aurais dû faire une formation. J'aurais dû pas mentir à ma mère que je faisais une formation ascensoriste au lieu de traîner dans les RER, dans les métros, rester dans la rue, en fait. C'est là où je me suis dit, j'aurais dû prendre mon destin en main et j'ai laissé aller, en fait. Aujourd'hui, vous seriez chauffeur de bus à la RATP. Chauffeur de bus à la RATP, ça aussi, c'était incroyable. Mais bon, mais je me dis, même chauffeur de bus, parce que ce qui s'est passé au chauffeur à la RATP, c'est que j'ai donné un CV niveau BEP et un autre CV niveau bac. Et ils m'ont appelé pour le CV niveau bac. Et au final, j'ai passé les tests, j'ai réussi. Et le jour de l'entretien, ils me sortent les 2 CV. Ils me disent, monsieur, on a trouvé 2 CV niveau BEP. Alors vous avez un niveau BEP ou vous avez le bac? On comprend même plus en fait, niveau bac. Et c'est là où j'avais honte aussi. Encore pour moi, c'était... Elle vous a pas donné votre chance, la fille? Non. Aucune chance. Ouais. Ce jour-là, elle a voulu juste me mettre mal à l'aise. J'ai senti parce qu'elle est violente, cette scène, parce que finalement, on se dit qu'elle va lui donner sa chance, puisqu'il a passé les tests. Ouais, j'ai passé les tests, j'ai tout réussi, mais c'est juste que pour elle, le mensonge, ça passait pas, quoi, en fait. Et moi, encore une fois, je me suis dit, fallait chercher ailleurs, quoi, encore une fois. Je cherchais, je postulais, rien du tout. Personne ne me répondait. C'était incroyable. Le book club qui déroule l'histoire de Salah El Hadri aujourd'hui, une histoire qu'on retrouve dans son premier récit qui s'appelle Ma bonne aventure. Que faire quand le soleil se couche sur vos rêves? On vous a quitté à Aulnay, à PSA, et c'est là qu'arrive votre première idée de voyage. C'est un ami à vous qui vous propose de partir quelque part. C'est mon ami d'enfance Saïd. Il m'a proposé d'aller. En fait, il avait déjà fait un stage à Dubaï, donc il voyait déjà comment. Il avait déjà un peu voyagé auparavant. Donc moi, il m'a dit, viens, on se fait un voyage ensemble. Je lui ai dit, vas-y, viens, on va au Maroc comme de tous les ans. Je lui ai dit non. Il m'a dit non, je veux quelque chose de plus loin, quelque chose je veux changer d'air et tout ça. On est parti au salon du tourisme et là-bas, c'est là où j'ai vu. On a vu Bali. C'est là où on s'est renseigné sur l'Indonésie. Et on a dit pourquoi pas. Et vous êtes parti. On est parti, on a pris notre sac à dos, on est parti. Et c'était incroyable. C'était la première fois que je sortais de banlieue. C'est la première fois que je sortais de banlieue, à part le Maroc et Saint-Ouen. Moi, je connaissais rien. Donc, je suis arrivé à Bali. C'était magique. La chaleur, les gens, tout le monde était en scooter. La bouffe aussi. C'était la première fois que je bouffais quelque chose à part la bouffe marocaine et la française, je bouffais pas autre chose. Du coup, ça c'était quelque chose de magique. Vous en avez croisé des gens, 76 voyages. Vous avez même rencontré à Hawaï un Algérien qui faisait des crêpes. Incroyable. Ça s'invente pas, ça. C'est incroyable. Un Algérien à Hawaï qui fait des crêpes. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'il faisait là, le gars? Mais même moi, il était là depuis longtemps, lui. En fait, il arrivait, en gros, son histoire. Il est arrivé à Hawaï et il voulait s'installer à Hawaï. Son rêve, c'était de s'installer à Hawaï. Donc, au début, c'était dur pour lui. Mais c'était dur, il dormait dans les mosquées et tout. La mosquée, parce qu'il y avait une seule mosquée à Hawaï à l'époque, maintenant je sais pas. Mais du coup, il a vraiment galéré. Au final, là, il en a 3 ou 4. Alors que je vous parle, il a 3 ou 4 crêperies à Hawaï. Il a une jolie maison avec vue sur la plage. Exactement. À côté de Oprah Winfrey, tout va bien. Ouais, il s'appelle Sofiane. Au début, il avait un stand de crêperie à la sortie de l'université.
C'était ça. Au début, il a commencé comme ça, mais maintenant, il en a 3 ou 4 maintenant. À Rio, vous rencontrez un groupe de Maghrébins, pareil. Oui. Qui étaient là depuis un moment. Libanais, ça fait longtemps qu'ils sont là-bas, parce que moi, comme je voyageais avec un passeport marocain, j'avais pas la nationalité française. Et pour voyager au Brésil, t'as pas besoin de visa. Pour les Marocains, ils ont pas besoin de visa. Du coup, il y avait beaucoup de Marocains aussi. C'est vrai pour l'Indonésie aussi, d'ailleurs, je crois. Voilà, ouais. Et c'était plus facile pour moi, en fait. Et du coup, quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu des Marocains à Rio et j'arrivais pas à y croire. Je me dis, c'est pas possible. Bon, vous apprenez que des membres de votre famille ont introduit la cuisine marocaine à Denver. À Denver, exactement. Dans le Colorado. Enfin, c'est incroyable. Ouais, la sœur à ma grand-mère qui vit à Denver et qui a même mes cousins, mes tantes, ils sont là-bas et ils avaient ouvert un restaurant marocain et j'ai travaillé là-bas longtemps aussi pour me faire un peu d'argent, pour pouvoir voyager un petit peu, faire des allers-retours Mexique, un peu Miami, Atlanta, New York et tout, j'en profitais en fait. C'est à une femme que vous devez de faire la boxe aujourd'hui? C'est une femme que j'ai rencontrée à Rio, au Brésil, dans les favelas. Je ne l'avais pas rencontrée à favelas, je l'avais rencontrée à Rio, on ne va pas préciser où. Au Macumba. et cette femme-là, elle faisait du MMA. Elle faisait du MMA et je connaissais pas le MMA en fait. Je savais pas c'était quoi. Et elle, j'ai vu qu'elle était professionnelle. À ce moment, j'ai halluciné. C'était la première fois que je voyais une femme combattre comme ça, acharnée et tout ça. J'ai dit, c'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça moi. Et franchement, elle peut démonter normal des mecs. Et ça m'a intrigué un peu. J'ai commencé à parler avec elle. Un peu, on m'a fait visiter un peu Rio. Elle m'a fait. J'ai dormi dans les favelas aussi, parce qu'elle venait des favelas. Et c'est des favelas assez dangereux. Elle me disait, je me rappelle, elle me disait, si on te parle ici, déjà tu devais rentrer torse nu aux favelas à l'époque. Ouais, torse nu. Tu devais que être torse nu dans ces favelas-là. Et elle m'a dit, si quelqu'un te parle, tu dis genre qu'on t'a coupé la langue, en fait. Tu peux pas parler. Parce que c'était risqué pour elle et pour moi, en fait. Bernardo. Hein? C'est Bernardo. C'est pour ceux qui ont la référence, c'est pour les vieux. Hein. C'était l'assistant de Zorro. Ah oui, c'est vrai. Parlait pas. Ah ouais, c'est vrai, Bernardo. Voilà, et après, vous êtes allé vous former. Après, ça m'a intrigué. Et après, ça m'a donné envie de me lancer dans le sport de combat aussi. Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à boxer aussi. J'ai commencé à regarder un peu sur internet et tout, me renseigner et tout. Il me fallait les bases. Après, quand j'ai parlé avec elle, elle m'a dit il te faut des bases. Il te faut ou de l'anglaise ou de la boxe thaï. Donc j'ai commencé la boxe thaï. Je suis parti dans un camp d'entraînement en Thaïlande, à Ubon Ratchathani, dans le nord. C'est à 3 heures de Chiang Mai. Ouais, à la frontière du Laos. Voilà. Et là, les gens vous aimaient pas beaucoup. C'était un camp d'entraînement qui s'appelait Legacy Gym. Et c'était un camp un peu nordique, c'était danois. Mais ils ont ouvert un petit peu partout en Asie, ils ont ouvert en Philippines et en Thaïlande. Mais quand ils m'ont vu, en plus je revenais de la Mecque. C'est-à-dire je revenais crâne rasé un peu et tout ça. Et moi je suis arrivé avec mon sac, je me rappelle toujours, avec mon sac. Ils s'entraînaient, tout le monde s'entraînait, tout ça. Je suis arrivé à l'heure d'entraînement. Ils m'ont vu, je crois plus de la moitié se sont arrêtés, ils ont commencé à me regarder avec mon sac et j'arrivais avec... c'est qui lui? Ouais, voilà, c'était ça. Et après, franchement, j'ai kiffé, c'était mes meilleurs moments. Je suis resté là-bas pratiquement 2 ans. C'était incroyable. J'avais jamais boxé auparavant. Et c'est là où j'ai commencé à boxer, à m'entraîner le matin, 3 heures le matin, 3 heures le soir. Et je voulais en fait voir jusqu'où je pouvais aller en fait. Jusqu'à... pousser vos limites. Ouais, mes limites dans tout. Et en fait, j'ai compris, il y a une façon de voyager. Au début, je savais pas comment voyager, mais à ce moment-là, j'ai appris à comment voyager. Je me suis dit, en voyageant, il faut que j'apprenne des choses en fait. Par exemple, apprendre à combattre, ou par exemple, j'avais peur du vide aussi. J'avais peur du vide, du coup j'ai dit vu que j'ai peur du vide, j'ai la phobie du vide, je vais aller faire un saut en parachute à Hawaï. Enfin, vous y êtes prêt plusieurs fois quand même. Le saut à l'élastique. Pour la peur du vide. Ouais, le saut à l'élastique au Zimbabwe,
quand même, ouais, c'était chaud. Parce que la première fois, j'ai vu, après j'ai dit non, je peux pas le faire. C'est-à-dire que les gens qui nous écoutent, ils sont en train de dire ah ouais, il était au Zimbabwe, puis il est parti aux Bahamas, puis après il était à Hawaï. Les gens ils doivent se dire dans 76 voyages. Alors, on n'a pas fini de présenter tous ceux qui sont venus avec vous ce matin. Celui qui est à l'origine de cette émission, c'est Yacine qui est là, mon vieux poteau. Ouais. Bonjour Philippe. J'ai quitté à Hong Kong pour partir en Indonésie justement. Ça va Yacine? Philippe. Bonjour les auditeurs de BFM. Bonjour maman. Et bonjour à tous les auditions. Et Philippe, vraiment, merci pour avoir reçu notre ami. C'est vraiment un ami d'enfance, Salah, et son histoire, elle est inspirante. Inspirante en vrai, parce qu'il y a plein de gens qui ont soi-disant des histoires inspirantes aujourd'hui qui nous inspirent, mais bon. Alors, en face, Ryan qui est là. Bonjour, voilà. Je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans. Bon, t'as compris pourquoi il fallait bien travailler à l'école? Oui, j'ai compris, et vraiment, je suis content d'être là. Et vraiment, en fait, c'est là où je me dis que j'ai de la chance d'avoir eu l'enfance que j'ai eue, vu que j'ai été à côté de ma mère et mon père qui sont encore en vie. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé son histoire. Et la petite choupinette alors? Tiens, c'est toi la dernière. Comment tu t'appelles? Anna. Anna, voilà, t'as quel âge Anna? 7 ans. Bon. 8 ans. Bon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? C'est quoi ton rêve plus tard? D'être médecin des animaux. Ah voilà. Ouais, c'est bien ça. Pourquoi ça là, il faut croire en ses rêves? Pour moi, il faut. Je suis en gros, je suis parti. Pour moi, je suis parti. Excusez-moi. En fait, le fait d'être devenu ce que je suis maintenant, avant, j'aurais pas cru en fait. Ouais, j'aurais vraiment pas cru devenir cet homme. Grâce à ce que j'ai vécu pendant mes voyages, j'ai appris énormément de choses que j'aurais pas cru en fait. Avec mon échec scolaire, avec mon échec scolaire et avec mes voyages, j'ai appris à parler anglais, j'ai appris à cuisiner, j'ai fait tous les tafs. J'ai fait homme de ménage, j'étais serveur au Mexique, j'étais serveur au Brésil, j'ai vendu des crêpes à Hawaï, j'ai fait énormément de choses. J'ai appris à boxer, j'ai combattu partout dans le monde aussi. Je savais même pas combattre, mettre les gants, donc j'ai appris aussi. C'est un apprentissage pour moi en fait. Et au bout, je suis arrivé. Maintenant, je me dis en gros, je suis fier de moi. Je suis fier de moi et je suis encore plus fier de moi. Il y a quelques mois, il y a un mois peut-être, j'ai eu mon diplôme aussi. Moi, j'ai validé mon VAE et c'est une fierté pour moi et pour ma fille aussi. Voilà. Pour qui vous écrivez le mot de la fin? Tu m'as posé une question tout à l'heure par rapport à pourquoi il n'avait pas achevé justement ce rêve de journaliste. Moi, je pense qu'il a été, mais à titre personnel. Et je pense que ce livre, c'est l'occasion justement d'ouvrir la porte et de rentrer dans ce monde. Ah, c'est bien vu. Ouais, bien vu. Yacine. Parce qu'il dit qu'il n'a pas réalisé son rêve d'être journaliste. Mais pendant son voyage, il a partagé tout sur Facebook. Et il a écrit d'une manière où il nous a mis les larmes aux yeux. On a suivi en live ses voyages pendant plusieurs années. Et donc, il a été journaliste, ce qui nous a vraiment donné l'envie de voyager. Et donc, il l'a fait par sa nature. Pour moi, il l'a fait. En tout cas, j'espère que cette émission vous donne envie de lire Ma bonne aventure, que faire quand le soleil se couche sur vos rêves. Ça, là, on le trouve où, votre livre, aujourd'hui? Aujourd'hui, il est dispo à la FNAC, sur Amazon et sur Mindset Édition, sur le site. Tout va bien, Mindset, ça mente pas. Ouais. Salah El Hadri était notre invité ce matin. Vous retrouverez l'émission en podcast sur beurrefm.net, également sur tous les serveurs aujourd'hui, puisque nous sommes présents sur toutes les plateformes. Et vous verrez la vidéo de cette émission sur la chaîne YouTube. Merci à vous, merci Salah. Merci à Philippe. Et passez un très bon dimanche sur Beurre FM.